J'aimerais vous présenter ce que l'on appelle l'Orient à cette époque et l'Orient que connaît Lamartine, dans lequel il a voyagé, l'entité politique qui est dirigée par un sultan, dont la capitale est Constantinople. Il faut considérer qu'il y a deux Orients à cette époque-là en termes de culture, en termes de civilisation. Et ce que Lamartine découvre et parcourt, c'est uniquement le territoire de l'Empire ottoman. Les autres parties de cet empire sont de civilisation arabe. Et l'influence et la découverte de cet empire par l'Europe commence avec la colonisation de l'Algérie par la France en 1830. On commence à découvrir le monde arabe, alors qu'auparavant on connaissait essentiellement le monde turc. Ça, c'est quand même un bouleversement dans l'approche que les Européens ont de l'Empire ottoman. Les hommes politiques, les artistes, les curieux tout simplement, qui avaient les moyens, partaient assez volontiers faire un séjour en Italie, dans des provinces italiennes, où ils venaient retrouver des influences de l'Antiquité ou de la Renaissance, et qu'ils utilisaient comme source d'inspiration. Parcourt par deux fois ces territoires d'Orient. Le but, c'était d'aller au lieu saint, sur les pas de Jésus, faire le pèlerinage que tout chrétien devrait faire d'après les habitudes de l'époque. Le premier voyage de Lamartine en Orient commence en l'été 1832 et se termine en octobre 1833. Il part avec sa femme et leur fille Julia, des domestiques et l'équipage d'un bateau qui à cette époque était uniquement à voile. Ils explorent, plutôt ils visitent plusieurs lieux de la Méditerranée, notamment la Grèce. Un premier arrêt en Turquie et puis surtout dans l'actuel Liban, la ville de Beyrouth. Mais aussi les Lamartine rencontrent des gens de tout niveau, des gens du peuple, des personnalités de tous ordres, et il racontera tout cela dans le livre qu'il sortira à son retour, qui s'appelle Voyage en Orient. Il nous fait bénéficier de magnifiques descriptions de ces régions de Turquie qu'il visite et qui sont assez inoubliables et extrêmement émouvantes. Il revient en Orient, mais à Constantinople uniquement, 17 ans après, en 1850, avec la ferme intention de s'y établir avec sa femme, et il vient là pour prendre possession d'un très très vaste domaine agricole dont le sultan lui assure la concession. Il était souverain, je venais de participer à la face du monde, à la fondation d'une république. Il était conservateur par essence et par devoir. J'apportais faussement, mais enfin je traînais la renommée d'un conspirateur révolutionnaire et d'un insurgé contre le trône de mon pays. Il était maître d'un empire, et j'étais un étranger à qui il donnait une large hospitalité sur sa terre. Il échafaude beaucoup de rêves qui le verraient s'installer là avec son épouse et y terminer leur jour, alors que lui-même vient de subir quelques revers politiques après la révolution de 1848 et qu'il estime que le peuple français est très ingrat à son égard, donc ils souhaiteraient tous les deux quitter la France. Si mon pays ne veut plus de moi, je ne lui reproche ni injustice, ni inconstance, ni ingratitude. Je le remercie de me congédier et je passe avec joie au service d'un meilleur maître auquel je désire consacrer mes dernières années, dans la solitude, dans la contemplation et dans la confession du peu de vérité qu'il est donné à l'homme d'entrevoir ici-bas. La maison de mon futur séjour se compose d'un large portique ouvert sur la cour,
à droite et à gauche duquel sont des pièces inférieures servant de salle à manger, de cuisine, de magasin pour les provisions, de cellier et de logement pour les domestiques. Enfin, je foulais le sol de ma possession de ce présent du sultan. Je restais confondu d'étonnement de l'étendue de cette possession, mais anéanti en même temps de l'impuissance où j'étais de fertiliser de tels domaines. À vue d'œil, il m'aurait fallu 500 000 francs au moins pour répandre sur tout cela, sur les troupeaux, les hommes, les habitants, la fertilité, la vie et le bien-être. Je n'avais pas la 10e partie de ce capital, je m'attristais de ma stérile richesse. Sur les apports que l'on peut évaluer de ces 2 voyages sur sa vie, sur sa réflexion. On peut dire que du point de vue politique, il avait déjà montré en Italie qu'il s'intéressait beaucoup à l'organisation politique des États. Et là, il voit un système de type féodal, un grand empire, dont il n'existe plus vraiment de spécimens en Europe. Donc il est assez naturellement intéressé par le fonctionnement de l'Empire ottoman. On ne comprend bien le régime féodal qu'après avoir visité ces contrées. En Arabie, on ne discute pas l'origine ni la légitimité du pouvoir. On le reconnaît, on lui est soumis parce qu'il existe. La puissance se forme et se conserve comme une chose naturelle. Tout découle de la famille, et une fois le fait de cet ascendant reconnu et constaté dans les mœurs et les habitudes, nul ne le conteste. L'obéissance devient quelque chose de filial et de religieux. À mesure que la société se perfectionne, ces petites puissances sont absorbées par de plus grandes. Les municipalités naissent pour protéger le droit des villes contre l'ascendant décroissant des maisons féodales. Son retour, il écrira une histoire de la Turquie, qui est quand même un travail très courageux en tout cas. Voilà. En tout cas qui atteste son intérêt pour cette civilisation. Au plan de l'inspiration poétique ou littéraire, il a un certain nombre de poèmes qu'il tire de son premier ou de son deuxième voyage, notamment au moment de la mort de Julia. Maintenant tout est mort dans ma maison aride, 2 yeux toujours pleurants sont toujours devant moi. Je vais sans savoir où, j'attends sans savoir quoi, mes bras s'ouvrent à rien et se ferment à vide. Tous mes jours et mes nuits sont de même couleur. La prière en mon sein, avec l'espoir, est morte. Mais c'est Dieu qui t'écrase, ô mon âme, sois forte, baise sa main sous la douleur. Mais aussi qui ont des résonances religieuses par rapport à la Bible, comme une évocation des cèdres du Liban. Aigle qui passait sur nos têtes, allait dire au vent déchaîné que nous défions leur tempête avec nos mâles enracinés. Qu'ils montent, ces tyrans de l'onde, que leur aile s'ameute et gronde pour assaillir nos bras nerveux. Allons, leurs plus fougueux vertiges ne feront que bercer nos tiges et que siffler dans nos cheveux. La pensée politique de Lamartine a été développée en France à la tribune de la Chambre des députés de plusieurs façons pour défendre des grandes causes de l'humanité, la lutte contre l'esclavage, l'égalité des droits, la suppression de la peine de mort pour raisons politiques, mais il ne le dit pas directement, mais on peut supposer que son étude et sa critique du système d'esclavage est nourrie par ce qu'il a vu dans l'Empire ottoman.